Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions au fait par rapport à la dernière fois ou n'importe des questions? Non, pas pour l'instant. Ok, bien. Alors je vais faire une petite présentation d'un autre dialogue de Platon, hein, puisque la dernière fois on a parlé de l'apologie de Socrate. Et là, il y a un autre dialogue que je trouve particulièrement intéressant pour comprendre la maïeutique socratique. C'est le dialogue qui s'intitule Ménon. Ménon, c'est le nom de l'un des personnages avec lequel Socrate échange au cours de ce dialogue. Donc ça permet de comprendre. Je vous conseille de le lire. C'est peut-être moins facile à lire que l'Apologie de Socrate. Enfin, si vous avez le temps de le lire, il est assez riche comme dialogue. Il n'est pas très long, il est relativement abordable quand même. Et donc on comprend bien en lisant ce dialogue la maïeutique socratique, la méthode qu'utilise Socrate. Et puis il est intéressant aussi parce qu'on comprend les résistances, puisqu'il questionne des personnages. Et il y a trois personnages qu'il questionne, enfin en tout cas avec lesquels il a des interactions. C'est donc Ménon, l'esclave, donc j'ai mis un extrait dans le document partagé, et puis un autre personnage, Anitos, dont je reparlerai tout à l'heure. Enfin, il a bien du mal à échanger avec lui, justement, parce que chaque personnage apporte des formes de résistance différentes au questionnement. Donc je résume le dialogue. C'est Ménon qui propose de discuter sur la question, la vertu peut-elle s'enseigner? Donc ça va être le thème général du dialogue, mais tout de suite Socrate il dit, mais oui, mais avant de répondre à ça, il faudrait qu'on sache ce que c'est que la vertu. Est-ce que tu peux me définir la vertu? Et là, Ménon va proposer plusieurs définitions. À chaque fois, elles sont réfutées par Socrate, qui montre qu'elles sont incohérentes. Et Ménon, à un moment, se trouble complètement et il dit, écoute, Socrate, là, quand j'échange avec toi, j'ai l'impression que tu fais l'effet d'un poisson torpille, hein, un poisson qui paralyse. Et donc, il est complètement perdu. Après ça, il va reprendre ses esprits. Il dit, mais comment peut-on chercher ce qu'on ignore totalement, puisqu'on ne sait même pas ce qu'on cherche? Et c'est là que Socrate va prendre l'exemple du questionnement avec le petit esclave, le passage qui était dans le document partagé. Et il y a cette théorie de la réminiscence chez Socrate, c'est-à-dire qu'apprendre, c'est se ressouvenir de ce qu'on sait déjà. Et donc, pourquoi l'esclave arrive à comprendre comment doubler la surface d'un carré? Ben, c'est que par le raisonnement, il se souvient de ce qu'il sait déjà. Donc, ça répond en partie à la question de Ménon. Puis alors après ça, donc ils reviennent à la question de savoir si la vertu peut s'enseigner. Et à ce moment-là, Socrate remarque que parmi les grands hommes de la démocratie athénienne, des hommes tout à fait remarquables, leurs enfants, c'est pas génial, quoi. Alors il dit, il devrait, si la vertu s'enseignait, forcément, des hommes vertueux l'auraient transmis à leurs enfants, mais c'est pas le cas. Puis alors à ce moment-là, il y a justement Anytos qui arrive, qui est un peu scandalisé par ce que dit Socrate. Et comment ça, tu critiques les grands hommes? Et donc Socrate, Anytos plutôt, est fou furieux. Et il s'en va. Et le dialogue, alors la discussion ensuite entre Socrate et Ménon reprend. Et le dialogue se termine sur une aporie, c'est-à-dire il n'y a pas de réponse à la question. Mais ce qui est intéressant dans le dialogue, c'est pas tellement qu'il y ait une réponse, c'est plutôt de voir comment on peut apprendre à questionner, à raisonner. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant dans ce dialogue qui est donc aporétique, c'est-à-dire qui n'apporte pas de réponse. Alors je reviens sur les personnages. Le personnage d'Anitos, donc c'est assez court l'échange avec Anitos, et c'est juste après l'échange avec l'esclave, donc c'est plutôt vers la fin du dialogue. Et Anitos, donc va s'offusquer parce qu'il dit comment ça, tu critiques les grands hommes, tu dis qu'ils n'ont pas été capables d'élever leurs enfants, ils n'ont pas pu transmettre la vertu. Et là, vraiment, il s'indigne.
Et Socrate reste très calme. Il dit, bah, écoute, je vois que Anitos se fâche. Il croit que j'ai dit du mal des grands hommes, mais il n'a pas l'air de savoir vraiment ce que c'est que de dire du mal de quelqu'un. Un jour, peut-être, il comprendra ce que c'est que vraiment dire du mal. Euh, et puis, s'il le comprend, bah, peut-être qu'il ne se fâchera pas. Et puis, il continue très tranquillement la discussion avec Ménon. Alors, il faut savoir que Anitos, hein, c'est un, il fait partie des personnes qui ont condamné Socrate à mort et puis qui l'ont condamné pour le procès. Donc, c'est sérieux, hein, il s'énerve. Et c'est peut-être le début de la fâcherie qui aboutira ensuite à la condamnation de Socrate. Donc, alors Anitos, c'est intéressant parce que c'est un homme politique. Alors, il vient pas d'un milieu aristocratique, mais il est le fils d'un artisan qui s'est enrichi, un tanneur. Il représente des valeurs démocratiques traditionnelles, avec un fort attachement aux vertus civiques et à l'autorité. Ça, c'est intéressant parce que les hommes, la politique, comme on le voyait déjà la semaine dernière, ne fait pas très bon ménage avec le questionnement philosophique. Et alors, attendez, il y a quelqu'un qui me laisse un message, c'est peut-être Hélène? Non. Euh, oui, moi, je repensais, j'ai des expériences avec des personnes politiques. Je repensais à un homme politique qui m'avait invité. C'est quelqu'un de LFI. Moi, j'irais auprès de n'importe quel parti m'inviterait, hein. Là, c'était LFI, c'est un député qui s'appelle Rodrigo Arenas. Et c'est quelqu'un Ouais. très, très convaincu d'éducation. Il a plein de belles idées. En lisant le dialogue, je disais, il ressemble un peu à Anito. Parce que dans le sens où il veut pas qu'on le remette en question, et il veut faire des discours, mais il veut pas, de l'expérience que j'ai eue, il voulait pas vraiment réfléchir et écouter, hein. Donc, modeste expérience. Mais je pense pas que les choses aient tellement changé depuis Socrate sur ce plan-là. En tout cas, donc Anitos, pour revenir à lui, ben voilà, il y a des modèles indiscutables, Périclès, Aristide, et il faut surtout pas dire qu'ils n'ont pas su élever leurs enfants, même si pourtant c'est vrai, ça n'empêche pas que par ailleurs, Socrate ne dénie pas leur valeur d'homme tout à fait important. Donc voilà, il supporte pas la critique, il oppose une résistance dogmatique, fermée, alors voilà, Hélène qui arrive, fermée à l'interrogation. Il ne doute pas, il cherche même pas à comprendre, hein, il se scandalise. Tu insultes les meilleurs d'entre nous, ils n'argumentent pas. Et donc sa résistance, elle est émotionnelle. Et donc le doute socratique, pour lui, c'est purement négatif. Pourquoi? Parce que ça mine la confiance, ça introduit le trouble, ça déstabilise la jeunesse. Donc c'est une sorte de censeur moral, prêt à... Parce que lui pense que le doute va mettre en danger l'ordre public, quoi. Donc voilà, faut se plier à une forme de conformisme. Alors au tout début, il argumente un tout petit peu parce que Socrate critique les sophistes. Alors là-dessus, il est d'accord, il dit ah oui, oui, les sophistes, c'est vraiment des gens pas bien du tout. Mais quand ça va un petit peu plus loin et que Socrate parle justement de ces grands hommes et de leur difficulté à transmettre la vertu, alors là, tout de suite, il s'énerve, il veut plus discuter et il quitte la scène en conseillant à Ménon de se méfier de Socrate. Il dit, si tu restes avec lui, tu vas rencontrer des problèmes. Donc, c'est pas très sympathique. Résistance absolue, radicale. Voilà. Refus actif de penser. Donc là, on a la pire des résistances possibles avec Anitos. Voilà. Et puis, alors, ensuite, deuxième personnage. Alors, c'est le personnage principal, c'est Ménon. Et donc, lui, c'est un jeune aristocrate, ambitieux, riche, cultivé. Il est connu pour avoir été un général mercenaire dans l'armée du roi Cyrus. Bon, enfin, en tout cas, c'est un personnage jeune, séducteur, stratège, mais il a quand même du mal avec la philosophie, lui aussi. Alors, les résistances qu'il oppose, c'est qu'au début, ben, il croit savoir, hein, parce que quand Socrate lui demande qu'est-ce que c'est que la vertu, ben, il dit, ben, bien sûr que je sais ce que c'est que la vertu, je vais te le dire tout de suite. Il y a la vertu de l'homme, de la femme, de l'enfant. Et là, il multiplie les exemples.
et il s'appuie sur des rôles sociaux qu'il connaît. Donc c'est tout de suite des opinions. Il ressort des opinions auxquelles il a pas pris le temps de réfléchir à sa définition. Et donc c'est une résistance dans le sens où il dit ce qui lui sort par la tête, quoi, sans prendre le temps d'établir une définition, de voir ce qu'il pourrait y avoir de commun dans tout ça, et puis essayer de trouver l'essence de la vertu. Donc là, sa résistance, c'est je transmets une opinion, la première qui me passe par la tête, sans prendre le temps de la questionner. Ensuite, il a une deuxième résistance, c'est que Socrate lui dit, bah non, ça marche pas, là tu me donnes des exemples, mais moi je veux une définition. Puis à chaque fois que Ménon cherche, chaque fois il dit, ah bah oui, oui, je vais trouver. Puis à chaque fois ça marche pas parce que Socrate le re-questionne. Puis à un moment, bah, Ménon, au lieu de dire, oh là, je sais pas en fait, il critique Socrate. Il dit, bah, toi t'es comme une torpille, ces poissons là qui paralysent. Qui, qui paralyse celui qui le touche. Donc, comme il se sent déstabilisé, bah, tout de suite, il passe à une attitude défensive quoi, pour remettre en cause Socrate. Et là, Socrate lui dit, bah oui, tu as tout à fait raison, en fait. Oui, oui, je suis tout à fait comme une torpille. D'ailleurs, je me torpille moi-même. Il dit, parce que moi non plus, en fait, je ne sais pas du tout, quoi. Je ne sais pas ce que c'est que cette vertu. J'ai envie de chercher avec toi. Mais... Donc là, la réponse de Socrate, finalement, on voit que Socrate n'est pas atteint, quoi, puisqu'il prend tout à fait la critique. Alors ensuite, il y a une autre forme de résistance chez Ménon, une résistance plus logique, plus intellectuelle. Et c'est cette fameuse question qu'il lui pose, mais comment peut-on chercher ce qu'on ignore totalement? Si on le sait, on ne le cherche pas, mais si on ne sait pas, on ne sait même pas ce qu'il faut chercher, et on ne saura même pas si on l'a trouvé quand on l'a trouvé, puisqu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc là, il a une sorte de questionnement, cette fois-ci beaucoup plus réfléchi, et sur quoi donc Socrate va répondre par la théorie de la réminiscence. Donc là, une forme de résistance intellectuelle qui est intéressante, mais on voit que Ménon, en même temps, il aimerait bien gagner. D'ailleurs, à plusieurs reprises dans le dialogue, Socrate, il lui dit, oh, je vois que tu veux dominer, tu veux avoir raison. Il se moque un peu de lui, tu es mon maître, je vais me... Oui, Et- Sabine. Excuse-moi. Autant j'ai bien compris pour les deux premières résistances, ce que tu expliquais, autant là, la question qu'il pose, est-ce que c'est parce que c'est une question un peu rhétorique ou pourquoi en fait on appelle ça une résistance? Parce qu'en fait, là on voit quand même qu'il cherche à comprendre. Je, Oui, je- oui, alors là, c'est une résistance. Est-ce que C'est c'est pas une le même ordre de résistance ou c'est une résistance, hein. interrogation Là, on logique est peut-être plutôt? un peu entre les deux. Là, on est déjà Ouais, beaucoup plus dans la réflexion et alors, est-ce qu'il cherche à coincer Socrate ou est-ce qu'il ouais. cherche à réfléchir? Là, c'est pas On sait évident pas à encore savoir. trop, ouais. S'il cherche à le coincer, bah, c'est une résistance. Distance. Et s'il cherche à faire réfléchir, bah, on n'est pas dans une résistance. Mais D'accord. voilà, des fois dans les dialogues comme ça, est-ce que l'autre, il veut gagner ou est-ce qu'il veut réfléchir avec moi? D'accord, ok, merci. Et puis alors à la fin du dialogue, il y a un quatrième type de résistance, c'est la fatigue, quoi. Il est fatigué, il en a marre, il est impatient. Mais on le sent un peu dès le début parce qu'il veut vite trouver des réponses, en fait. Il n'a pas tellement envie de passer trop de temps à réfléchir. Donc, alors, oui ou non, est-ce qu'on peut enseigner la vertu? Est-ce que tu peux me répondre, quoi, maintenant? Et voilà, il s'impatiente, quoi. Il voudrait une réponse, il voudrait une solution. Et Socrate, il, il a un côté, ben, c'est pas tellement ça qui compte, il faut qu'on cherche, quoi. Donc là, c'est quatrième type de résistance, la fatigue du doute, le besoin de certitude, quoi. Mais bon, voilà, et sa résistance, elle est quand même moins brutale que celle d'Anitos, puisqu'il reste, il ne quitte pas le dialogue, il écoute, il réagit, il tente de répondre, il oscille entre le rejet et la curiosité, entre un petit peu d'orgueil et de l'ouverture. Donc c'est pour ça que ça fait un personnage un peu ambivalent qui est tout à fait intéressant.
voilà pour nos deux. Alors ensuite, hein, dans le questionnement, si on s'essaye tout à l'heure, on va s'y essayer dans le questionnement, quand on questionne les autres, eh ben, on trouve ce genre de résistance. Et soi-même, quand on est questionné, ben, on peut aussi observer ces résistances. Enfin, on n'a pas dû faire le tour de toutes les résistances avec ces deux personnages, mais on en voit déjà quelques-unes. Ensuite, on peut s'intéresser aussi, ce qui est intéressant dans ce dialogue, c'est de décrypter l'attitude de Socrate. Alors Socrate, ben, dès le début, quand Ménon lui dit, ben, qu'est-ce que c'est que la vertu? Il dit, écoute, ben, est-ce qu'on peut l'enseigner? Ben, Socrate, il dit, ouah, moi je ne saurais pas te répondre à ça parce qu'en fait, je ne sais même pas ce que c'est que la vertu, quoi. Donc il y a chez Socrate une forme, ben, c'est son fameux je sais une chose, c'est que je ne sais rien. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais donc c'est un doute qui est moteur chez Socrate, hein. Parce qu'il y a deux formes de doute. Il y a un doute qui peut être complètement stérile, hein. Je doute, je ne sais pas quoi faire, un doute chaotique, quoi. Puis il y a un doute beaucoup plus construit d'ailleurs que Descartes reprendra, hein, le doute méthodique. Et donc voilà, bah, là c'est son attitude, je ne sais pas, mais je cherche. Et puis cherchons ensemble aussi, je ne cherche pas tout seul, on va chercher tous les deux par le questionnement. Donc première attitude de Socrate, c'est l'humilité active du non-savoir, on pourrait dire. Ensuite, deuxième attitude qu'on voit dans le dialogue, c'est que il est très rigoureux dans son questionnement, il cherche à être le plus rigoureux possible, hein. Il traque les contradictions. Euh, c'est cette méthode qu'on appelle l'Elenchos, si je ne me trompe pas, E accent aigu, Lenchos. C'est-à-dire cette méthode de vraiment de passer au crible de la critique, de l'examen, de réfuter tout ce qui tient pas la route. Donc voilà, une méthode très rigoureuse de questionnement. Mais bon, oui, son but, c'est pas de montrer qu'il a raison, mais c'est de chercher la pensée la plus claire et la plus cohérente possible. Donc, un travail très, très logique, hein. Et puis, on voit que cette logique, elle prime sur la réputation des personnages, parce que là, il a affaire à, c'est intéressant, des personnages de classes sociales très différentes, évidemment, puisqu'il y a l'esclave aussi. Et bah, lui, qu'on soit esclave ou qu'on soit homme politique reconnu, oui, parce que Ménon, je l'ai précisé, je sais plus, lui, il fait partie de l'aristocratie, donc socialement, il est haut placé, hein. Mais pour Socrate, ce qui compte avant tout, c'est la logique. On pourra remarquer aussi dans son attitude, il est extrêmement patient, hein, on le voit avec l'esclave, il fait preuve de patience, il avance étape par étape, il laisse l'erreur se produire, ça c'est intéressant dans le dialogue, et ben voilà, tu te trompes, et tu te rends compte que tu te trompes, et ben c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer. Voilà, il attend le moment où l'autre reconnaît ne plus savoir. C'est le moment clé de la maïeutique, c'est quand l'autre, tout d'un coup, ah, il croyait savoir, mais il se rend compte qu'il ne sait pas. Et donc, il accompagne, il tient le fil, et il essaye de poser la bonne question au bon moment. Donc, dans une patience et une exigence de clarté. Quatrième attitude, on pourrait dire aussi qu'avec Ménon et surtout Anitos, ben, il a le courage de confronter parce que là, il devient un peu plus frontal, hein, il refuse de flatter, il est peut-être un peu ironique, peut-être même, on pourrait dire, un peu, c'est peut-être condescendant quand il dit à Anitos, bah, quand tu comprendras ce que c'est que vraiment dire du mal, tu comprendras que là, en fait, j'ai pas dit du mal de ces grands hommes et tu te fâcheras peut-être pas, hein. Mais donc là, voilà, il le confronte, il prend le risque du conflit. Il ne cherche pas à convaincre, mais à mettre en lumière l'incohérence des discours. Donc il est confrontant, mais on ne le sent pas non plus, il n'est pas haineux. Autant Anitos, on voit bien qu'il se fâche, autant lui, ben voilà, il reste tranquille. Et on pourrait peut-être, il manifeste dans ce dialogue ce dont je parlais la semaine dernière, c'est cette vulnérabilité forte, hein, c'est-à-dire
il sait bien qu'il s'expose à des critiques, à des refus, à une forme d'agressivité, mais il y va quand même. Voilà, alors dans ce dialogue, on pourra voir certains moments où il est un petit peu ironique aussi avec Ménon en disant, ouais, Ménon, là, je vois que c'est toi maintenant qui poses la question, je comprends que tu veux, tu aimes bien dominer, quoi. Alors allons-y, j'accepte que tu me domines et je vais faire ce que tu me demandes, mais donc c'est un petit peu ironique. Voilà sur cette petite présentation du Ménon, hein, du questionnement dialectique de Socrate. Est-ce que vous avez des questions? Oups, excusez-moi. Oh, non, pas de questions particulières. Alors, ben, ce que je vous propose dans un premier temps, déjà, on va revenir à l'échange. Oui, tiens, je voulais dire pour Mallory, tu vois, Socrate, quand il comprend pas, il dit je comprends pas, hein. Oui, j'ai remarqué. Ah, tu pourrais essayer, des fois c'est déstabilisant pour les autres aussi. Bah, en fait, si je peux éclaircir ça, en fait, moi aussi, en général, j'arrive à le faire, mais au Japon, disons que c'est quelque chose qu'ils ne font pas. Ah oui, Et, c'est pas dans la voilà, culture japonaise. voilà, Ok, ouais. ok. Voilà, Mais faut garder la face. voilà. Eh oui, parce que on risque de perdre la face. C'est pour ça que Ouais. c'est dur de dire je ne comprends pas. Ouais. Mais ok, mais t'es franco-japonaise, c'est ça? Non, moi, je suis uniquement française, mais bon, Mais tu vis ça au fait Japon. ouais, plus longtemps que je vis au Japon qu'en Donc t'es France. Mm. imprégné de la culture japonaise. Voilà. Mm. Voilà. Ok. Bon, bah ça peut être intéressant. Tu peux essayer là-bas. Dire, je ne comprends pas. Et après, justement, quand la personne, tu comprends pas, c'est parce que, bah, effectivement, toi-même, tu as une difficulté cognitive à ce moment-là. Mm. Mais quand on comprend pas, ça peut être aussi pour une autre raison, hein. C'est que parfois, tu vois une autre raison, à part ta propre difficulté cognitive, Mallory. Oui. Tu vois une autre raison pour ne pas comprendre? Euh, Aussi parce qu'on n'y avait jamais réfléchi avant. Oui, ben donc là, c'est Ça plutôt peut-être surprend. une difficulté Ouais. cognitive qu'on a personnellement, mais tu vois pas une autre raison pour laquelle on peut ne pas comprendre. Bah, parce que le message de l'autre n'est pas clair. Bah oui, ça peut être aussi Oui, parce que le oui. message de l'autre n'est pas clair. Donc si tu lui dis je comprends pas, bah, il va devoir faire l'effort d'être clair. Mm. Il va devoir faire un effort pédagogique. Ok. Alors Socrate, très souvent, il fait ça, je comprends pas ce que tu racontes, ou est-ce que tu peux faire plus court? Parce que des fois, il dit, ouais, ton discours me perd. C'est un dialogue qui s'appelle Protagoras, où Protagoras Mm. fait un très long discours et Socrate lui dit, ah, je suis perdu, quoi. Même si le discours, quand on le lit en tant que lecteur, il est intéressant, mais Socrate dit, c'est trop long, moi, je peux plus te suivre. Mm. Euh, voilà. Alors, bah, du coup, on pourrait se demander, alors, qui n'a pas fait le travail? Hein. Voilà. Et ben, donc, ceux qui ont fait le travail vont pouvoir expliquer à ceux qui ne l'ont pas fait. Euh, donc, il s'agissait de. En plus, il y avait beaucoup de travail, hein. Il fallait répondre aux questions et puis il fallait aussi lire ce passage où Socrate questionne l'esclave. Donc, alors je vois qu'il y a j'ai vu que quelqu'un a fait le travail consciencieusement. Il y a deux personnes. Ben, Daniel, il est plus là, Daniel. T'es pas là, Daniel? Non, il ne doit pas avoir une bonne connexion. Et il est au Cameroun, Daniel, c'est pas simple d'avoir une connexion. Euh, donc, si vous regardez dans le document, c'est Manon qui a fait le travail sérieusement, là. Voilà, elle a mis les étapes. Alors, c'est tout en bas. Elle a décrit les étapes du questionnement de Socrate avec l'esclave.
Donc, je lis ce que tu as fait, Manon. Je te vois pas sur mon écran. Ah, je suis là. Voilà. Ouais. Observation et expérimentation. Alors, qui n'a pas lu l'affaire euh, du carré, là, la surface du carré, doubler la surface du carré. Donc, Mallory, tu l'as pas lu? Pardon, ça j'ai lu, mais j'avais pas lu Ah oui, les notes d'accord. de Mais Manon. par contre, tu l'as lu, ouais. Ça va. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est... Parce que là, du coup, il faut faire un petit peu de géométrie. Pour qui c'est incompréhensible cette histoire. Bon, ensuite, le but n'est pas de faire de la géométrie, hein. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont rien compris à cette histoire de doubler la surface du carré? Ah, Emmanuel. Ben, je l'ai pas lu en fait. Ah, tu l'as pas lu. Ok. Alors, bon, bah voilà, c'est là qu'il va nous falloir quelqu'un de pédagogue. Est-ce que quelqu'un saurait résumer ce que Socrate demande à l'esclave? Mhm. Je vois qu'il y a plein de courageuses. Ah, Marjorie, vas-y. Socrate demande, pour montrer à Ménon qu'on peut chercher quelque chose qu'on ne connaît pas, dont on ne se souvient pas, il lui demande à l'esclave de chercher comment doubler la surface d'un carré. On Et va aller donc, étape par étape. C'est bon jusqu'ici, Emmanuel? Oui, c'est bon. Ouais, ok. Ouais. Bah, vas-y, continue, Marjorie. oh, je ne m'attendais pas à devoir refaire tout le raisonnement comme ça de tête. Alors, Donc, assez spontanément, l'esclave dit, bah, c'est simple, il suffit de doubler le côté des carrés. Euh, ça va, Emmanuel? Ouais, doubler les côtés des carrés, Ouais. jusque-là ça Ok. va. Et est-ce que tu vois le problème du coup, Emmanuel, si on fait ça, si on double les côtés des carrés pour doubler la surface? Bah, le problème, Est-ce que, euh, est-ce que ça double la surface? Si je double, c'est-à-dire, mettons, j'ai un carré qui fait deux pieds de côté, hein, donc ouais. deux pieds, et je double, donc je vais avoir un carré de 4 pieds de côté. Bah, si on Si je double doublais les deux. chaque côté, ça Ouais. fait plus que 4 pieds du coup, non? non, en fait, c'est deux pieds, ça fait une surface de 2 fois 2 4. Et si tu D'accord. doubles le côté, le double de 2 c'est 4. De l'autre côté, le double de 2 c'est 4. Mhm. Et Et bah, oui, du c'est coup, ça. tu as une surface de 4 fois 4. Mais ouais, 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 du coup Bon, c'est plus. Ah oui, bon. d'accord, oui, ok. Donc le carré n'est pas doublé, il Ah est bah il est quadruplé du coup. Il est quadruplé, voilà, c'est Ouais, ça. Alors au début, voilà, c'est là l'esclave, Socrate lui montre, tu vois, il n'est pas doublé en fait ton carré, il est quadruplé, donc il est trop grand, quoi. Ok. ouais. Hein. Donc quelqu'un voudrait, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc Je l'esclave comprends se dit, tout. ah bah oui, il était sûr, ah bah vas-y Marjorie, continue. Donc l'esclave se dit, ah bah oui, c'est bon, ça y est, j'ai compris. Il faut pas doubler, il faut simplement, faut rajouter la moitié. Donc de 2 pieds de côté, je passe à 3 pieds de côté. Oui, d'accord. Pour que ça fasse vraiment doubler et non pas quadruplé. Ouais, ok. Sauf que la Socrate lui dit, ok, 3 pieds fois 3 pieds, ça fait une surface de... Bah 9. Est-ce que 9 est le double de 4? Eh ben non. Donc ça ne marche pas. Super, hein, Marjorie, tu refais comme si Emmanuel était Ah, c'est l'esclave. beau. Mais je C'est suis exactement un ça. esclave. Bientôt tu deviendras mon maître, Emmanuel. Ok, donc alors comment est-ce qu'il parvient à lui faire comprendre comment trouver la surface, soit Marjorie, soit quelqu'un d'autre. Marjorie, t'es bien partie, mais Ouais. Alors de ouais. mémoire, il arrive en lui faisant dessiner 4 carrés de 2 pieds de côté, soit le carré de 16 pieds qu'il avait fait au départ. Mhm. Et alors, je sais pas comment, je sais plus comment il arrive à lui faire la démonstration, qu'en réalité, on arrive à trouver la surface en traçant les diagonales. On prend la moitié de chacun, comme si tu dessinais un losange. En fait, tu vois, tu as le carré composé des 4 carrés. Tu prends la diagonale à chaque fois, ça vient tracer un losange
qui lui fait Euh, 8 pieds carrés. Il Mais y a je le me souviens pas schéma, il comment il se y arrive. trouve page 14 sur le document partagé. Ouais. Voilà, tu as les quatre carrés qui sont divisés en deux par Oui. par les Oui. diagonales et du coup, on a le double cette fois-ci. Puisque la Que diagonale. 16 divisé par 2, Ouais, ça fait 8 pour le coup. ouais. Ah, voilà, c'est comme Voilà. ça, exact, ouais. En Mm. lui disant comment on va faire, ça fait Ah 16. oui, Il nous en Ça d'accord. faudrait la fait, Oui, oui. voilà. moitié. Comment on fait pour couper On ça en prend que deux des tout en gardant moitiés un carré? de carré. Ok. Voilà. Donc, donc, ce qui nous intéresse, nous, puisque c'est pas un atelier de géométrie, mais de philosophie, ce qui nous intéresse, c'est la méthode qu'utilise Socrate, hein. Donc, cette méthode, alors, du coup, c'est maintenant, elle l'a détaillée, hein. Est-ce que quelqu'un, dans ces mots, voudrait la résumer, cette méthode? Mm. Ouais, Oui, vas-y, Sabine. je dirais que déjà son leitmotiv, c'est de ne pas enseigner quoi que ce soit, de ne pas fournir des connaissances, mais d'interroger la personne Oui, pour que, avec son propre raisonnement, ses propres connaissances, elle arrive petit à petit à cheminer vers un résultat vrai, quoi. Donc ok, ça passe par des erreurs, comme tu disais tout à l'heure. Donc voilà, il pose des questions simples, il y a des réponses simples qui se font, mais petit à petit, il amène l'esclave à se rendre compte que, un peu comme toi tout à l'heure, Emmanuel, que finalement, les réponses qu'il apporte, non, on n'arrive pas d'un coup à la vérité, mais toujours sans lui dire non, la réponse c'est ça, etc. C'est toujours en l'interrogeant. Et donc jusqu'à ce qu'à un moment, l'esclave dise oui, effectivement, je ne sais pas. Puis là, du coup, voilà, il l'aide à repartir dans une autre direction, mais encore une fois, sans lui donner de réponse. ça va. Euh, Hein, donc, alors, si on prend les mots-clés de l'explication de Sabine, ça serait quoi? Juste des mots-clés. Oui, Emmanuel? Bah, le questionnement, déjà. Oui, questionnement, hein, mots-clés, ouais. Mhm. Est-ce que il y a d'autres mots-clés qui sont importants pour signaler les étapes? Hélène? Hélène Dubrion? Prendre conscience de son ignorance, je pense que Oui, c'est hein, important aussi. prise de conscience de l'ignorance. Oui, donc, oui, Gaëlle? Révélation. Donc, révélation. Bah, ouais, là, c'est un peu Ouais, trop court. Ouais, c'est que tout d'un coup, il réalise qu'il a trouvé que la solution, elle peut être trouvée, alors qu'il oui, pensait pas la trouver tout seul. ok. Et il la réalise donc à la fin, il comprend Mm. la solution. Ok. il y a un déclic. Des clics à la Ouais. fin, voilà, et ça y Mm. est, il a compris, hein. Mais qui passe par des erreurs, hein. C'est ça qui est très important dans la dialectique socratique, dans le questionnement socratique, c'est l'étape de l'erreur, quoi, elle est fondamentale, hein. Euh, ok, autre chose, non, ça va? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont perdues, qui ont des questions? Non? Mais il Ouais. parle quand même à un moment vers la fin de cette théorie de la réminiscence. Oui, Là, il se retourne à un moment, il oui, parle plus à l'esclave, il reparle à Ménon en lui oui, disant, tu vois, oui, tout ce qu'a dit ce jeune homme, en fait, il l'avait au fond de lui, il ne oui, s'en souvenait plus, il fallait un travail pour que ça ressorte de son esprit, mais oui. en gros, Il le savait déjà. c'était dans son âme immortelle ou Oui. quelque chose comme Alors ça. après, voilà, ça Ouais, s'accompagne, ouais, cette méthode pédagogique, dialectique, elle s'accompagne d'une représentation métaphysique, métaphysique. hein. Mm, mm. Alors en gros, l'idée, mais c'est Platon aussi qui reprend ça, c'est que nos âmes auraient connu la vérité, mais en s'incarnant dans un corps, eh ben, on a perdu cette vérité.
Et donc, par le travail dialectique, on peut la retrouver, hein. Bon, ben, ça, c'est la vision de Platon, l'explication métaphysique. Bon, ensuite, on pourrait l'expliquer, si on ne croit pas à cette affaire d'âmes qui s'incarnent et qui ont vu la vérité. Comment on pourrait l'interpréter? Parce que ça marche même si on n'y croit pas, hein, en fait. Comment on pourrait l'interpréter, ce fait que par le questionnement, on arrive à découvrir des vérités? Est-ce que quelqu'un a une hypothèse? Mallory, non, je croyais que tu levais la main. Non? Corinne? Non, tu te grattes la tête ou tu... Les deux. Ben, en fait, je suis dans le doute, alors je me gratte la tête probablement. D'accord. Ok. Mais je dirais que par l'histoire de la réincarnation, ça suppose que la connaissance est innée, elle est déjà acquise, et que le travail de Socrate, c'est de ramener vers la mémoire. Oui, mais alors du coup, si on ne croit pas en cette Ah, affaire la récap. d'incarnation, Oui, tu étais d'accord que finalement l'esclave qui croit à la réincarnation ou pas, ben, il aurait quand même trouvé en fait. oui, Je- oui. et donc comment on pourrait l'expliquer autrement que par la réincarnation? La reformulation. Ben, la reformulation, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on se dit, ah ben ouais, c'est ça. Est-ce que c'est parce que, donc l'hypothèse de Socrate, c'est parce que notre âme se souvient, mais est-ce que quelqu'un aurait une autre hypothèse? Oui, Aline? Quand le questionnement est bien guidé et qui s'appuie sur la raison et sur le bon sens, Mhm. eh ben, l'esclave, voilà, il est obligé en quelque sorte d'acquiescer et de dire oui, c'est vrai. Oui. Parce que ça s'appuie sur le bon sens et la raison, tout simplement, même sans croire à cette idée Ouais. immortelle Ah, hein. ou Donc, bon, d'intuition. bon sens, raison, ça va, qui ne prend pas ce que dit Aline. Ok, bon sens, raison, hein. Donc voilà, il y a un raisonnement. Après, il y a des philosophes qui se sont questionnés à nouveau là-dessus, hein, sur la structuration de la logique de l'esprit humain, qui fait que... Alors, il y a quelqu'un qui arrive là. Que ben voilà, il y a un raisonnement logique que tout le monde va retrouver s'il fait le même raisonnement, hein. Ok, autre chose là-dessus? Non, on est bon? Et c'est Daniel là qui arrive? Ouais, je pense que c'est Daniel. Bon. J'ai une question, Laurence, à Oui, propos de ça. oui, vas-y. J'ai pas l'impression qu'on a vraiment qu'on a vraiment donné une Ouais, explication qui ouais. remplace la réminiscence en fait d'une façon métaphysique, c'est-à-dire que à ce moment-là, si c'est pas un ressouvenir qui signifie donc que cette connaissance préexiste, euh, où elle se trouve en fait, parce qu'elle n'est pas non plus créée du néant finalement. Cette hypothèse-là Oui. Alors, elle tient pas où non elle se plus. trouve, donc Aline a proposé raison et bon sens, mais après on peut se dire d'où ça Ouais. nous vient la raison et le bon sens, c'est Hmm. ça? Ben ça Ouais. c'est un peu l'outil finalement, mais le contenu. Oui, là, comment... Donc, tu peux formuler ta question? Bah, c'est-à-dire que la raison et le bon sens, c'est ce qui permet de trouver ces connaissances, ces vérités. Mais ces vérités, il faut bien qu'elles existent déjà au préalable. Et dans ce cas-là, finalement, euh, c'est, ça rejoint un peu le même principe de réminiscence, finalement. C'est qu'elles existent déjà, elles sont pas créées par la raison, puisque la raison ne fait que trouver, c'est un moyen d'aller vers quelque chose. Donc, ce Donc, que tu dis, c'est la raison découvre une vérité qui existe indépendamment de la raison, c'est ça? oui, tout à Ouais. fait. Ouais. Et donc, comment on sait que c'est cette vérité, c'est ça ta question? Non, ben justement, comment trouver une autre raison à ça que Que, que que la, ré- la, que la réminiscence. voilà, que le Ouais. côté métaphysique, parce qu'effectivement, ça paraît compliqué, quoi. Est-ce qu'il y a une autre explication que la réminiscence? Mm. Alors, quelqu'un aurait une hypothèse, Sabine? Moi, je dirais tout simplement que l'humain a été constitué avec des outils
cognitifs qui lui permettent justement de réfléchir, d'observer, de tirer des conclusions, un petit peu tout ce que Kant décrit comme voilà, ces facultés de raisonnement, de synthèse, de tout un tas de choses. Donc, ça serait Donc, la structure de l'esprit humain. oui, oui, voilà, tout simplement. Alors que, oui, si des vérités existent, l'humain est outillé pour les trouver. Voilà. Bon, Mm. après, on va peut-être pas partir dans un débat sur la théorie de la connaissance. C'est une vaste question hein, chez les philosophes. On va peut-être pas partir parce que là, ça va trop nous éloigner de Socrate. Mais en tout cas, voilà, on a posé le problème. Donc, pour revenir sur la méthode maïeutique de Socrate, tout à l'heure, j'ai parlé des résistances d'Anitos et de Ménon. Et là, est-ce que vous diriez que l'esclave, alors pour ceux qui ont lu l'extrait, est-ce que l'esclave présente des résistances ou est-ce qu'il n'en présente pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou des résistances au questionnement? Qui pense qu'il présente une forme de résistance? Alors, non, il y a juste Sabine qui lève la main, mais du coup, comme Sabine t'a beaucoup parlé, je vais donner la Pas priorité de à souci, pas de souci. Et est-ce que parmi vous, pensez qu'il présente une forme de Mm. résistance alors, de résistance à la réflexion, on va dire. Oui, vas-y, Marjorie. Je trouve qu'il acquiesce beaucoup. Il se contente de dire oui, d'accord, je ne sais pas, Donc, comme s'il il donne les réponses un peu attendues, quoi, par Socrate. il n'a Réfléchit pas pas. de résistance au questionnement, c'est Euh, ça? Il n'y a pas Il de. Bah, répond est-ce que oui. le fait de toujours dire oui, c'est pas une forme de résistance comme s'il réfléchissait pas par lui-même? Alors, Socrate, il affirme des et choses, il dit oui, oui, oui. donc, est-ce que c'est une résistance? Dire oui, oui, oui à Socrate, c'est vrai que souvent il dit oui, il dit pas grand-chose en fait, hein, c'est souvent Mm, comme ça. Euh, il dit pas grand-chose. Alors, est-ce que c'est une résistance à la réflexion? C'est ça? Ou bien est-ce qu'au contraire, il est en train de réfléchir? mm. Toi, tu dirais c'est plutôt une résistance. Bah, je Juste, me questionne encore. il se soumet à ce que Socrate veut lui faire Mm, dire, quoi. C'est ça? Ok. mm. Est-ce qu'il y a des personnes, du coup, pas d'accord avec Marjorie? Mm. Alors, qui n'est pas d'accord? Ouais, vas-y, Manon. Euh, mais il offre, enfin, il y a un moment donné qui contraste peut-être avec justement l'acquiescement qui semble un peu entendu d'après de ce que tu dis. Mais à un moment donné, là, il résiste et quand il dit, mais par Zeus, Socrate, je n'en sais Oui. rien. Et donc, je pense que là, ça vient contrebalancer le fait qu'avant, il était dans la réflexion, même si ses réponses étaient courtes. Et ça me semble contrebalancer en fait le fait qu'il ne, euh, mais il réfléchit en fait. Ce serait la preuve qu'il réfléchit. Le moment Oui, où il dit je n'en sais rien, oui. Là, il résiste. et oui, alors il résiste à quoi à ce moment-là, tu dirais Manon? Euh, à la réflexion, enfin, je veux dire, au travail de réflexion et de questionnement sans cesse, Oui, justement, oui, euh, auquel il s'est plié jusque-là. Et, et là, voilà, il sature. voilà, il sature, il dit je ne sais pas. Il s'agace un peu à ce moment-là. Oui, Peut-être qu'il y a un petit agacement, je ne sais pas, hein. il pointe une limite, je dirais. Et effectivement, on ressent l'agacement. Voilà, donc il pointe une limite, il ne sait plus, hein, je ne sais pas. Donc là, ce serait une forme de résistance. Et ça serait, comment on pourrait appeler cette résistance? La résistance de Bah, l'ego, peut-être. Alors, ouais, Ah, vous gardez ouais, pardon. la règle de lever la main. Alors, Emmanuel?
Il y a peut-être une forme de paresse finalement. Il y a une Ouais. lassitude, donc Bah, ça le fatigue. ouais, peut-être une fatigue intellectuelle, voilà, je ne sais pas, hein. Ok, peut-être une forme de fatigue. Ok. Mais donc, pour Manon, ce serait la preuve qu'il réfléchissait avant. Oui. Est-ce que est-ce que tu pourrais poursuivre ton raisonnement? En quoi le fait que là, il fatigue, c'est la preuve qu'il réfléchissait avant? Euh, donc, en quoi tu peux répéter la question, Parce que excuse-moi? tu dis, le fait Oui. que là, il fatigue, il résiste, c'est la preuve qu'il réfléchit, quoi. Oui, juste, oui, Ouais. parce Est-ce que tu peux préciser pourquoi? euh, mais jusque-là, il n'a pas montré de. Il s'est plié à l'exercice du questionnement, il a répondu aux questions. Euh, il a cheminé avec Socrate. Il n'a pas interrompu non plus, enfin, il n'a pas, à aucun moment, l'esclave n'interrompt le cours de cette discussion, de ce questionnement. Euh, et il continue aussi par la suite. Enfin, on pourrait se dire aussi que euh, après, le dialogue se poursuit. Ce moment-là d'interruption, enfin, ou d'interruption, ou en tout cas de rébellion ou de fatigue intellectuelle de l'esclave, euh, n'empêche pas que, il poursuive par la suite aussi son. euh, D'accord, mais là la question c'était parce que tout à l'heure tu te souviens, Marjorie disait mais en fait il réfléchit pas, il est juste en train de répondre oui. à ce que Socrate attend. Et toi tu as dit si la preuve qu'il réfléchit c'est que justement là il résiste. Mais est-ce que tu peux préciser en quoi ça serait une preuve qu'il réfléchit? Eh ben non, Ah, je ne sais pas. bon. Et voilà, tu fatigues Euh, une euh, résistance intellectuelle? ben je sais. Ah. Bon, bah écoute, on va voir si est-ce que d'autres pourraient poursuivre l'idée de Manon. Si vous êtes d'accord avec elle, ou peut-être on est parti sur une fausse piste, hein, mais si vous êtes d'accord avec Manon, est-ce que le fait qu'à ce moment-là, il résiste serait une preuve qu'il est bien en réflexion, Mallory? Oui, je suis d'accord avec Manon. Et je dirais, est-ce que ce serait pas parce que comme la première fois, j'ai l'impression que Socrate pose une question qui n'implique pas juste oui ou non, mais que l'esclave doive montrer par lui-même sa Voilà. réflexion. Oui, parce que, alors je me souviens plus moi, hein, mais euh, donc, mais alors là, s'il dit je ne sais pas, c'est pas tellement une preuve qu'il réfléchit du coup. Si avant c'était juste oui, non, oui, non, oui, non, et que Socrate l'orientait très fortement, bah, il était juste orienté à Socrate, par Socrate, et puis quand Socrate pose une question ouverte, bah, il sait pas, donc il n'y a pas de Hmm, réflexion en fait. c'est Eh ça. bien, alors du coup, là on est reparti dans ce que disait Marjorie, notre petit esclave, il est complètement manipulé par Socrate, mais en réalité il réfléchit pas. Ou bien est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient dire, mais non, il réfléchit, mais il faudrait... Oui, Aline? Mais il fait pas que dire oui ou non. Il fait des calculs. Enfin, il fait comme Emmanuel a fait tout à l'heure. Hmm. Donc, il fait ses petits calculs qui sont pas si évidents que ça. En plus, il est esclave. Alors, je sais pas s'il a reçu de l'éducation ou pas, mais c'est quand même pas si évident que ça. Donc, il répond autre chose que Oui, oui. Il oui, dit oui, 3 oui. pieds, 9 pieds, Oui, 8. 4, 2, c'est le double, etc. Et donc, il ne se contente pas de dire oui ou non, hein. On voit qu'il réfléchit et Ouais. effectivement jusqu'à ce moment où il dit mais par Zeus, Socrate, je n'en sais rien. Et là, on voit qu'il bloque. Ouais. Et alors, je l'interprète plus comme une frustration. Il est frustré de ne pas pouvoir continuer son raisonnement parce que jusque-là, il y arrivait bien, il comprenait Mhm. bien. Et à un moment donné, il n'y arrive plus. Et je le vois pas comme une résistance, mais plutôt comme une frustration de ne pas pouvoir comprendre. Et oui. Et la frustration de ne pas pouvoir comprendre, elle débouche chez quoi? Bah, sur quoi chez lui? Ben, sur de la colère, quoi. Quand il dit mais par Zeus, il y a Ouais. un peu de colère. Ouais.
Mais ensuite, alors, du coup, parce que là, il pourrait résister en se fâchant, mais il reprend. Il reprend le raisonnement, ouais, il continue. La frustration génère une envie de continuer, en fait. Donc malgré sa frustration, il continue quand même le raisonnement. Oui. Donc, finalement, on en est là. Il ne se contente pas de répondre oui, non, à ce que dit Socrate. T'es d'accord, Marjorie? Oui. Et donc, il répond, la preuve qu'il réfléchit, puis à un moment, il fatigue, frustration, mais il repart. Hein. OK. Donc, du coup, est-ce qu'il résiste, du coup, au questionnement de Socrate? Il y a juste ce moment-là, peut-être, par deux, je n'en sais rien, mais après, il reprend. Hein. Donc, il a une résistance, on en serait là, il a une résistance, une sorte de fatigue intellectuelle, mais ça repart, quoi. Hein. OK. Et même cette résistance, comme peut-être, comme tu dis, Aline, elle est motrice, parce que je suis frustrée, je sais pas, mais j'ai envie de savoir. Hein. Donc, il a vraiment pas une résistance paralysante, en fait. OK. Hein, alors, si on compare avec les deux autres personnages, finalement, euh, quel est le personnage qui se prête le plus à la réflexion et au questionnement? Donc là, apparemment, c'est plutôt l'esclave. Hein. Si vous lisez l'ensemble du dialogue, vous verrez que Ménon, il résiste. Anitos, n'en parlons pas. Et c'est l'esclave qui résiste le moins. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, Sabine? Moi, du coup, je me situe un peu dans la veine de Marjorie, mais dans le sens où on a l'impression d'une certaine passivité. C'est-à-dire, oui, il répond, il fait des calculs et tout, mais euh, et pour moi, il y a vraiment une asymétrie dans le dialogue. Euh, Enfin, Socrate a beau dire, je cherche avec toi, bon, en fait. Là, il est quand même, c'est lui qui mène l'ensemble des. Donc, enfin, c'est pour ça qu'à mon avis, enfin, je sais pas, Marjorie, si c'est ce que tu voyais, mais oui, il y a comme une passivité. Il répond sans essayer de. Il pourrait lui aussi proposer, je sais pas, une méthode pour arriver au calcul juste, etc. Il le fait pas. Il se laisse complètement guider, en fait. Il Donc, se laisse guider, oui. Donc là, peut-être que ça fait partie aussi de la maïeutique socratique, c'est que c'est un dialogue asymétrique. mm, Après, peut-être qu'il y a des dialogues qui ne sont pas symétriques, mais là, c'est très clairement asymétrique. mm, Ouais. Donc, en tout cas, ça, on peut dire, ça fait partie de la dialectique socratique. Après, on pourrait le critiquer, mais en tout cas, là, quand on observe cette dialectique, on voit qu'elle est asymétrique. Il y a quand même mm, Socrate qui guide le questionnement. Hein. mm. Voilà. Après, on pourra se demander est-ce que ça présente un intérêt, mais on verra peut-être ça plus tard, ou est-ce que c'est problématique. Mais je vous propose déjà de bien comprendre le fonctionnement. Et puis, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose sur le fonctionnement de la maïeutique? Non? On est bon à peu près? Bon, bah alors maintenant, oui, Emmanuel? Ouais, bah je me posais juste une question. Justement, moi, ce qui m'avait frappé en lisant un petit peu les dialogues représentés par Platon, c'est ce côté très dirigiste, en fait, dans le questionnement. Oui. Je trouve plus dirigiste que quand on apprend, par exemple, la consultation philosophique actuellement, en fait. Alors, oui. Après, ça peut être très dirigiste aussi, hein, la consultation philosophique. Ça peut, ouais, c'est vrai. Ouais. Hmm. Voilà. Je propose qu'on se réserve Ouais. cette Hmm. discussion pour plus tard, mais qu'on essaye de mettre en application maintenant ce qu'on a compris de la méthode socratique à partir de vos réponses dans le document. Donc, alors, on va remonter en haut du document. Et là, il y a un petit exercice. Écrivez une affirmation et répondez. Oui, j'ai mis sur une feuille, mais en fait, c'était dans le document, mais bon. Euh, comment le savez-vous? Cette affirmation, comment le savez-vous? Est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce qu'on pourrait penser autrement? Et si quelqu'un n'était pas d'accord,
Que lui répondriez-vous? Alors, je vous laisse prendre connaissance des réponses que vous avez mises. Laurence, moi j'avais écrit sur une feuille. Ah bah oui, bah, Et- ma consigne, Excuse-moi. je viens juste de réaliser que ma consigne, J'ai mis sur une feuille, du coup, tu veux que j'écrive et dans, si dans tu peux le document? l'écrire, ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis sur une feuille, c'était dans le document, mais bon. Voilà, si tu peux l'ajouter. Ah oui, j'avais même pas lu sur une feuille, moi. Oui, bah voilà, je vois qu'Aline a été particulièrement bonne élève, très attentive à à la consigne. Oui. Ça, c'est le côté bon élève d'Aline, qui Te lit surprends tellement bien la pas. consigne que intuitivement, elle ne voit pas que la prof s'est trompée. Ben non, non. Rien de surprenant. Tu incarnes Socrate, Laurence. Elle n'ose pas le confronter. Alors, ben donc les autres, vous pouvez lire les différentes réponses. Et puis, si vous avez une remarque, d'ailleurs, par rapport à, si vous voyez des liens avec tout ce qu'on a dit sur le dialogue et la maïeutique socratique, sur les points communs ou les différences entre vos réponses. Alors, quand vous avez une observation, faites un signe de la main que je sache où vous en êtes. Alors, il y a Hélène, Marjorie, voilà, j'ai un certain nombre de personnes. Alors, Hélène, on t'écoute, vas-y, Hélène Boissière, qu'est-ce que tu Ok. observes? Ah oui, il faut que je mette B devant mon prénom. C'était par rapport à à Manon, à ce que mettait Manon. Je me suis demandé comment.
L'objection à l'affirmation pratiquer une activité physique sportive est bonne pour la santé, bon pour la santé, euh, elle a donné comme objection de penser autrement un exemple qui était excessif. C'est-à-dire, elle Attends, n'est pas ouais, alors prise attends, contre-exemple. juste avant, est-ce que vous avez des observations plus générales? Parce que là, on est parti sur une personne, mais Oui, avant de partir sur d'accord. une personne, est-ce que vous observez, observation générale, des points communs ou des différences importantes entre les différentes réponses? Hmm. Alors, je vois qu'il y a Manon, tu as une observation plus générale. Oui, vas-y, Manon. Oui, ben donc dans beaucoup de réponses à la première question, c'est beaucoup par expérimentation en fait. C'est Hmm, l'expérience qui prédomine hmm. Oui, dans les connaissances. oui, vous observez ça, hein? Est-ce qu'il y a par contre des réponses qui font exception parce que ça prédomine, mais est-ce que tu vois des personnes qui ont autre chose que l'expérience? Euh, je, je repasse en vue, hein, mais Bah, le tien, Manon. oui, moi. Ouais. Oui, ben voilà, il y a toi, Manon, hein. Alors que tout le monde, finalement, c'est ça, c'est basé sur son expérience. Hein, je le sais parce que je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, mais toi, tu t'es basé sur autre Mm. chose. Voilà. Oui. Bon, alors, est-ce qu'on peut en tirer... comment vous comprenez ça, que la plupart des personnes se soient basées sur l'expérience, mais une personne seulement s'appuie sur une étude scientifique? Moi, je suis sûre que Manon, elle le sait par expérience, mais elle a eu besoin de se confirmer sur, sur les études scientifiques. Alors, tu en présupposes que, elle bouge, que c'est une personne qui bouge, Manon, c'est ça? Oui, Qui fait ouais. du sport. Est-ce véridique, Manon? Je bouge, oui. Oui? Ok, d'accord. Donc, tu l'as expérimenté aussi par Oui, ce que tu fais, oui? Ok, d'accord. Donc voilà, moi c'est rigolo, effectivement. La plupart des personnes, elles savent parce qu'elles l'ont vécu, quoi. On est dans le vécu, hein. Ok, et c'est ça qu'elles prennent comme premier argument. Je le sais parce que je le vis. Hein. ouais. Alors qu'on peut le savoir pour d'autres raisons qu'en le vivant soi-même. Euh, Merzak. Non, vu que la question, c'était à nous de choisir une affirmation. Donc, c'est forcément qui nous concerne par une expérience. Je pense que c'est forcément on est concerné par une quelconque expérience là-dessus. Sinon, on Ah n'aurait pas bah, choisi cette ah bah, affirmation. on aurait pu choisir une affirmation, moi, je sais pas, la Terre tourne autour du Soleil, par exemple. Oui, C'était une affirmation, mais ça, tu le sais pas par expérience. Tu le sais plus par une démonstration, parce oui, qu'on mais ne quand on... l'observe pas. Ouais. Ou je sais par expérience que les corps sont attirés vers le bas, ou je sais pas. Enfin, non, non, ça marche pas, non. Je sais plutôt, une connaissance que j'ai, c'est la loi de l'inertie, par exemple. Personne n'a proposé ça, qu'on n'observe pas, qu'on n'expérimente pas d'ailleurs. Bon, en tout cas, voilà, c'est intéressant de voir que le groupe des philosophes s'appuie sur l'expérimentation. Ça aurait été peut-être plus compliqué pour la suite. Quand tu dis est-ce que d'autres pourraient ne pas être d'accord, bon, si c'est un fait, on va dire, observé et Ouais, admis ouais, par tous, ouais, ouais, c'est peut-être moins intéressant à étudier du coup. ouais, je sais pas. En tout cas, là, vous êtes ancré dans vos expériences. Ok. Alors, ben, peut-être, est-ce qu'il y a des personnes là maintenant qui aimeraient soumettre au groupe et au questionnement socratique leurs réponses? Dire maintenant, on va vous questionner comme Socrate l'aurait fait. Ben, je vois que vous êtes tous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais Merzak. Allez, on va prendre Merzak. Alors, on va prendre Merzak.
Les classes sociales sont fixées et verrouillées de l'intérieur. Il n'est pas possible de pénétrer une classe supérieure, sauf si quelqu'un ouvre la porte de l'intérieur, ou au pire, si la classe supérieure est Ah. détruite et est en train de se reconstruire. Je l'ai examinée à plusieurs reprises. Oui, oui, ça répond à quoi ça? Oui. Il en est sûr? Oui. Est-ce qu'on pourrait penser autrement? Non, pas à mon sens. Si quelqu'un n'était pas d'accord, que lui répondriez-vous? Prouve-moi le contraire. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on comprend de Merzac quand on lit ce qu'il a écrit? Ah, parce qu'il y a cette démarche aussi hein, chez Socrate, et, connais-toi, Gaël. Je crois qu'il s'encombre pas de fioritures, quoi. C'est assez clac, clac, clac. Voilà. Voilà. Donc, Merzac aurait un côté carré. Tu Ouais. le vois à quoi? Ben, quand même, au côté très synthétique des réponses, Oui, il- ok. voilà. Mais Au côté très alors, synthétique. Enfin, ouais. carré clair ou carré obtus? Parce que Presque obtus. presque obtus. Hein. À travers le fait de dire que non, c'est pas possible de penser autrement. C'est pas possible de penser autrement. Ouais. Euh, Est-ce que il peut y avoir un côté rigide chez toi, Merzac? Oui, Oui. oui, je l'affirme. Oui. Ok, Je peux mais pas alors, nier d'ailleurs. tu peux pas le nier, on te l'a déjà dit. Oui, à plusieurs reprises, oui. Chaque On, occasion. on te l'a déjà dit à chaque occasion. En même temps, si tu le reconnais avec autant de facilité, il y a quelque chose d'étrange. Parce que en principe, quelqu'un qui est obtus, est-ce qu'il dit ouais, je suis obtus? Non, c'est parce que c'est quelque chose que je peux pas nier. C'est flagrant. Oui, mais d'accord, mais en général, une personne un peu rigide et obtus, est-ce qu'elle dit ouais, ouais, je suis rigide et obtus? Normalement, non. Non, mais toi, tu le dis. Je le dis par conviction. Ok. Alors ça, c'est intéressant. Du Mais coup, Je peut-être suis qu'il trouve ça convaincu de ce que je dis. positif. Il trouve ça peut-être positif. attends, 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 Sabine, ah oui. Alors, ce que je propose, je vais questionner un petit peu Merzac et en me mettant dans la peau de Socrate, hein, et puis ensuite, bah, ça sera à vous le tour de questionner quelqu'un d'autre. Hein. Du coup, Merzac, tu m'entends? Oui, 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 Oui. oui. Donc, quelqu'un qui est obtus et un peu rigide, en général, il ne reconnaît pas qu'il est obtus et rigide, t'es d'accord? Oui. En général, il va plutôt faire quoi d'ailleurs? Essayer de se justifier. Il va essayer de se justifier. Hein. Mais toi, plutôt, tu reconnais, ce qui peut Oui, paraître, ce qui peut paraître étonnant. oui, mais pas avant. Oui. Je ne le faisais pas avant Ok, d'intégrer ma conscience philosophique. tu le fais depuis quand? De reconnaître que tu es obtus? Depuis, on va dire, un an, une année. Ok, Moi, depuis qu'on a travaillé aussi ensemble, depuis que tu as fait la exactement, exactement. formation. D'accord. Oui, mais alors, est-ce qu'être obtus, est-ce que c'est quelque chose que tu assumes, voilà, pas de problème, ou est-ce que tu vois un problème dans cette façon d'être? Euh, Quand c'est de l'entêtement, non. Mais quand j'ai mes arguments, je suis convaincu. Donc, quand tu as tes Je pense que oui, arguments, je l'accepte. quand tu as des arguments, donc est-ce que tu acceptes parce que être obtus, ça veut dire quoi au fait?
comment dirais-je, très carré, très... Ouais, très carré. Est-ce qu'une personne obtuse, est-ce qu'elle change facilement d'avis? Non, Elle change pas facilement d'avis. Ouais. Et pour toi, non, c'est... non. Ouais, Normalement pas facilement, non. ouais. Et pour toi, du coup, c'est plutôt un défaut ou une qualité de pas changer facilement d'avis? Ah ben alors là, tu mets beaucoup de temps à répondre. Plutôt un défaut. C'est plutôt un défaut. Hein. Plutôt un défaut. Ok, plutôt un défaut. Hein. Oui. Euh, Mais du coup, là, c'est un défaut que tu vois chez toi, alors. Je sais pas si... Parce que ça met du temps avant que tu répondes, mais c'est peut-être parce que c'est la connexion, je sais pas. Ou tu mets du temps. Oui, je n'ai rien entendu. Ah oui, ok. Donc ma question, c'était... bah, du coup, c'est plutôt un défaut, mais c'est un défaut que tu reconnais chez toi. Oui, Ouais. Et oui. est-ce que dans tes réponses, est-ce que tu vois le côté obtus que Gaël a repéré? Non. Pour ces réponses, non. Ok, dans ses réponses, tu vois pas le côté obtus que Gaël a repéré. Ben alors on va le chercher ensemble, on va voir si elle se trompe ou si elle dit vrai. Alors si tu reprends tes réponses, est-ce que tu Tu veux que je les comprends? lise? Ouais, alors tu peux les relire. Alors, les classes sociales sont fixées et verrouillées de l'intérieur. Il n'est pas possible de pénétrer une classe sociale supérieure, sauf si quelqu'un n'ouvre la porte de l'intérieur. Au pire, si la classe supérieure est détruite et est en train de se reconstruire. Oui, je l'ai examiné à plusieurs reprises. Oh, alors oui, après, t'en es sûr? Tu as répondu oui. Oui. Pour la deuxième question. C'était est-ce qu'on pourrait penser autrement? Non, pas à mon sens. Voilà, non, pas à mon sens. Si quelqu'un pense le contraire, il n'a qu'à le prouver. Pour moi, le contraire. Donc est-ce que tu vois le côté obtus que Gaëlle a pu observer alors que Gaëlle, elle te connaît pas, elle n'a pas fait la formation. Alors, Tu vas pas juste une réponse dire ah ouais, c'est un peu obtus. je pense qu'on doit d'abord s'entendre sur la signification du mot obtus. Ah, ben, on a dit tout à l'heure qu'il ne change pas facilement C'est d'avis. oui, mais je vois pas là où on peut Alors ben changer maintenant, est-ce que d'avis. tu vois dans une des réponses un élément qui montrerait que tu as du mal à changer d'avis? Oui, dans la si quelqu'un peut penser autrement. Si on peut penser autrement. Oui, et tu as répondu quoi? Non. Tu as répondu non, on ne peut pas penser autrement. Donc du coup, voilà, c'est la définition qu'on a donnée d'obtus. Oui ou Ah non? oui, Oui? oui, Oui? oui. Bon, Mhm. bon bah alors est-ce que finalement, même après la formation et tout, tu gardes un côté obtus? Oui, Oui, je résiste, mais oui, je sais, ok. mais je résiste. Bon, bah alors on va aller voir si quelqu'un pourrait penser autrement. Allez, on va essayer de problématiser la phrase de Merzac. Donc les classes sociales, tu pourrais pas nous la résumer, ta phrase? Les classes sociales sont fixées et verrouillées de l'intérieur. Tu vois, en plus, tu as fait une longue phrase. Hein. Est-ce que ça va? Tu peux nous enlever des mots? On peut pas changer de classe sociale, On ne peut pas changer de classe du sociale. moins pas supérieure. Voilà, voilà une affirmation courte et claire. On ne peut pas changer de classe sociale, enfin passer à une classe sociale supérieure, c'est ça? Voilà,
Mais Voilà. est-ce que tu penses qu'on peut passer à une classe sociale inférieure? Quand on est riche, on peut devenir pauvre et complètement déclassé. Quand on est... Je dirais que non, non plus. Non plus. Donc, on ne peut pas Non changer de plus. classe sociale. Ok, Voilà. très Tout bien, court. parfait. On a une jolie... Voilà. Alors maintenant, il va falloir problématiser ça pour montrer à Merzak qu'on peut peut-être penser autrement. Qui peut se lancer? Ah, oui. Ah, vas-y, Aline. Moi, je demanderais à Merzak, as-tu des exemples de personnes, soit dans ton entourage ou de personnalités publiques, qui sont passées dans la classe sociale supérieure? Ok, tu... Alors, Alors, on va voir s'il y a d'autres propositions. Alors, est-ce que tu as des exemples de personnes qui ont changé de classe sociale? Et est-ce qu'il y a d'autres propositions pour faire réfléchir Merzak? Hélène? il faut- Oui. Comment la classe sociale peut être attachée à une personne? Enfin, quel est le lien naturel entre Et quel est le lien naturel entre classe sociale et personne, quoi? Qu'est-ce qui oui. fait qu'on est euh, attaché à une classe sociale? hmm. Quelle Ok. est la nature de... Ouais. Alors, on va voir parce que là, l'idée, c'est de pousser Merzak à problématiser. Si on était Socrate, ouah, on le ferait problématiser. C'est-à-dire envisager les choses sous un angle différent. Donc pour l'instant, Aline, bah, est-ce que tu as des exemples de personnes qui ont changé de classe sociale? Et puis Hélène qui pose la question, c'est quoi le lien d'attachement entre une personne et sa classe sociale? Euh, alors, ouais, alors du coup, la question d'Hélène, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle problématise ou qu'est-ce qu'elle fait? non, elle l'exemplifie. La, Aline ou Hélène? la question d'Hélène, elle n'exemplifie pas. Elle dit quel est le lien entre une personne et sa classe sociale? Qu'est-ce qui les Ah, ah, relie? Hein. Ouais, ok. non, non, J'ai confondu j'interprète là. entre les deux. J'ai confondu entre les deux. Ah oui, d'accord. Donc là, Hélène, par cette question, ça s'appelle comment ce qu'elle fait? Si elle pose cette question-là. Hein. J'essaie d'interpréter. Voilà, c'est plutôt interpréter. Hein. C'est comme on avait vu la semaine dernière sur les questions qui interprètent. Là, on va partir, essayer de comprendre comment Merzak voit ça. Alors pourquoi pas, hein, ça va permettre de mieux comprendre le lien qu'il établit, mais c'est pas une question qui problématise. Hein. Donc là, il faut savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions qui problématisent ce que dit Merzak? Oui, Hélène? Moi, je lui demanderais bien, peut-il y avoir un intérêt à ne pas pouvoir changer facilement de classe sociale? Ok. Donc là, est-ce que ça problématise l'idée de Merzak? Peut-il y avoir un intérêt à ne pas pouvoir changer facilement de classe sociale? Est-ce que ça problématise? Qui pense que oui, ça problématise ce qu'a dit Merzak? Et si vous le pensez, pourquoi? Emmanuel? Oui, ça problématise parce que ça prend un peu à revers, comment dire, une potentielle volonté de changer de classe sociale, en fait. Oui. Ce que le cœur du problème de Merzoc, c'est justement que, il y a un peu une sorte de regret, alors peut-être pour lui ou pour d'autres, mais qu'on ne peut pas changer de classe sociale. Oui. Mais Hein. Hélène, ce qu'elle propose, c'est de prendre le contre-pied en demandant, bah, est-ce que finalement, il peut pas y avoir d'intérêt à rester aussi dans sa classe sociale ou à pas Oui. pouvoir en changer facilement, Ok. quoi. Hein, parce que le présupposé qu'on entend dans ce qu'a dit Merzak, ça serait quoi? Tu peux le dire en une petite phrase, le Le présupposé? présupposé, c'est qu'il y a un regret de l'impossibilité de changer de Voilà. classe Ouais. sociale. Donc, c'est impossible de changer de classe sociale et je le regrette. Hein. Et là, Hélène, bah, elle vient nous réconcilier avec ça. C'est peut-être très bien, en fait, de ne pas pouvoir changer comme ça. Est-ce que ça peut être bien? En tout cas, elle pose la question. Hein. Donc là, on a une question qui problématise. Ouais. OK. Et puis alors, avec Aline, on va chercher des contre-exemples de personnes qui auraient changé de classe sociale. Mais là, du coup, avec Aline, on ne remet pas en cause le présupposé de Merzak. Euh,
Parce qu'on va voir, il y a peut-être des cas, des gens qui ont de la chance, qui changent de classe sociale. OK. Est-ce que quelqu'un a une autre question pour problématiser, Sabine? Moi, je lui demanderais bien quelle est la place de la liberté individuelle dans son affirmation. Est-ce que, à contrebalancer avec un déterminisme absolu, puisque là, on ne peut pas changer de classe sociale, ça suppose un déterminisme. Oui, Et je dirais que le concept qui s'oppose, c'est celui de la liberté. Donc, oui. OK. est-ce qu'on Donc, est complètement déterminé ou est-ce qu'on peut aussi avoir une part de liberté? OK. Alors, est-ce que ça va faire réfléchir Merzak? Est-ce qu'on peut avoir la liberté de changer de classe sociale? Mais là, il va répondre non. La réponse, on la connaît, là. Alors, ou alors, il faudrait formuler la question autrement. Ou quelles sont les conditions de possibilité de, enfin, d'une fuite, pas d'une fuite, mais comment est-ce qu'on peut s'échapper de ce déterminisme? Est-ce qu'il y a quand même des Oui, solutions? Puisque comme il y a des exemples, des contre-exemples, des oui, exemples de transfuges, de oui, transclasses, c'est qu'il y a quand même oui. des OK. circonstances, des conditions dans lesquelles ça peut se faire. D'accord. Donc, est-ce qu'on est condamné à ce déterminisme Voilà, c'est ça. ou est-ce qu'on a une liberté? OK. Hein, donc, puisque là, d'après ce qu'il écrit, c'est qu'il y a vraiment une condamnation à ce déterminisme, mais est-ce qu'on a une part de liberté? Donc là, ça irait un petit peu dans, ce serait la poursuite de ce qu'a dit Aline. On reste dans la logique de Merzac, mais on montre qu'il y a peut-être une part de liberté. Hein. En revanche, ce qu'a proposé Hélène Dubrion, c'est on remet même en cause son présupposé. Hein. Donc c'est pas tout à fait la même fonction, mais ok. Quelqu'un avait une autre proposition? Oui, Corinne? Y a-t-il un bénéfice à être loyal à sa classe sociale? Ok, donc là, ce que tu fais, ça ressemble à ce qu'a fait Hélène, sauf que tu rajoutes un terme positif. Y a-t-il un bénéfice? Hein. Oui. Ok, avec un présupposé, du coup, qui va l'amener à voir les choses autrement. Donc on voit en gros, là, il y aurait deux façons de problématiser ce qu'a dit Merzac, soit en opposant liberté et déterminisme, soit en prenant à contre-pied son présupposé. Voilà. Alors, du coup, on peut questionner Merzac. Bah tiens, ça pourrait être intéressant d'aller voir la question de Corinne, là. Tu crois pas qu'il peut y avoir un bénéfice à rester dans sa classe sociale? Oui, bien sûr. Il y a Ouais. plusieurs. Ah, ok. Ah, donc t'es pas si obtus là alors. Ce serait quoi? Tu peux en donner un? Alors, le code social, on partage le même code social, ça serait difficile d'adopter un autre code social. Ouais, Il y ok. a aussi, si on est dans une classe supérieure, eh bien, il y a tous les bénéfices, on ne veut pas descendre à une classe inférieure. Oui, alors, mettons si on est dans une classe inférieure, est-ce qu'il peut y avoir des bénéfices à rester dans cette classe sociale? Je dirais la philosophie de la classe sociale. C'est une autre mentalité. C'est, on ne veut pas adopter cette mentalité, cette philosophie, ce mode de vie. Ouais, alors, est-ce que On veut les... juste en bénéficier des avantages de la classe sociale. Ah ouais, mais si, est-ce qu'on peut bénéficier? Attends, ouais, là, parce que il s'agissait de répondre à Corinne, hein. Est-ce qu'il y a des bénéfices à rester dans sa classe sociale? Oui, C'est-à-dire oui, parce qu'on garde les codes. Alors, on va dire, en général, les humains, ils ont envie de passer dans une classe sociale supérieure. C'est rare des humains qui ont envie de passer dans une classe sociale inférieure. Donc, est-ce que ça peut être intéressant de rester dans une classe sociale inférieure? Donc oui, parce qu'on a les codes. Est-ce que tu vois un autre argument? Ou tu vois pas? Non? Eh ben, est-ce que quelqu'un aurait un autre argument? Pourquoi ça peut être intéressant de rester dans sa classe sociale inférieure sans chercher à grimper au-dessus?
Corinne? Ah bah attends, Emmanuel, ouais, vas-y Emmanuel. Bah, ça peut être bénéfique dans le sens où ça pousse à cultiver une certaine humilité, éventuellement. Oui. Hein. Oui, parce que ceux qui cherchent à briller, là, des fois, ils sont pas très humbles en voulant passer dans la classe sociale supérieure. Donc ça permet de rester humble. Tu prends, Merzac? Tu- Pas tu- forcément. Je dirais Alors, pas forcément. attention, attention, on n'a pas dit forcément, hein. Parce que là, le pas forcément, tu connais le truc, hein. Et Emmanuel n'a pas Oui, dit que qu'on reste forcément humble, mais il a dit ça peut nous permettre d'avoir une certaine humilité. Ça a du sens, son argument? très peu. Je dirais très peu. Ça a très peu de sens, hein. Les gens qui restent dans une classe sociale inférieure, ils vont pas être humbles. Ça va pas faciliter leur humilité. Les gens qui sont dans les classes supérieures, ils sont des personnes humbles. Non, pour moi, non. Non, bah alors du coup, si les gens dans les classes sociales supérieures sont pas humbles, c'est super de rester dans une classe sociale inférieure. Tu cherches l'humilité? Et qu'est-ce que tu opposerais à l'humilité? L'exposition, Tu opposerais à l'humilité s'exposer. le fait de s'exposer. Oui, Ouais. T'as pas un nom, parce que s'exposer, c'est un verbe. Une personne qui n'est pas humble ou un adjectif, elle est. modeste. Alors, bah, humble et modeste, ça marche ensemble, hein, mais opposé à humble et modeste. Ou tu veux que quelqu'un te propose un adjectif? Oui, je préfère, Oui. oui. Qui pourrait proposer un adjectif qui s'oppose à humble et modeste? Marjorie? Orgueilleux. Orgueilleux. T'as un autre adjectif, Sabine? Arrogant. Ah, orgueilleux, arrogant. Est-ce que les gens dans les classes supérieures, ils sont parfois orgueilleux et arrogants, Merzac? Oui, mais dans toutes les classes sociales. C'est pas spécifiquement. Est-ce que les... Oui, mais là, tu fais du oui, mais est-ce que, je dirais, dans les classes sociales supérieures, est-ce qu'on va trouver plus d'arrogants et de gens prétentieux que dans les classes sociales inférieures? Oui, Oui. Donc, bah alors pourquoi tu veux passer dans une classe sociale supérieure? Tu recherches l'arrogance et l'orgueil? non. Non. Ok. Bon, bah alors, est-ce que... Alors, du coup, est-ce que tu vois que finalement, il y a des personnes qu'on peut penser tout à fait autrement? On peut dire, ben chouette, je suis dans ma classe sociale inférieure et j'ai pas du tout envie d'aller chez les supérieurs, là. Est-ce que tu vois que c'est possible? Oui, c'est possible, mais je ne les crois pas. Franchement, Tu les crois je pas? ne les crois pas, non, franchement. C'est difficile à y croire. Je dirais pas que je n'y crois pas, mais c'est difficile à y croire. Est-ce que ça peut avoir du sens de faire ça? Dire, oh, je reste dans ma classe, pas besoin d'avoir plus de reconnaissance sociale, j'ai pas besoin de ça, ça me va bien comme je suis. Non, après, je sais pas, comment est la société en Algérie, elle est très hiérarchisée. Enfin, tu me diras, en France, elle l'est aussi, hein, mais je sais pas s'il y a des différences culturelles, je sais pas. Bon, alors, Non, c'est partout, c'est partout. oui, oui, Non, alors c'est après, partout, c'est c'est pareil. peut-être pas tout à fait de la même manière, je sais pas, moi je suis pas sociologue, j'aurais du mal à dire, mais ok, bon, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous là qui ont aspiré dans leur vie à changer de classe sociale pour aller dans une classe sociale supérieure? Qui a fait ça? Ok, donc apparemment, est-ce qu'il y a des personnes
qui étaient dans une classe sociale supérieure et qui en ont eu marre de cette classe sociale supérieure. Ah, Marjorie, Sabine, Corinne, tu vois? T'as des gens qui étaient dans une classe sociale supérieure et oh là là, qui étaient fâchés avec ça. Alors ça, je sais pas s'il y en a en Algérie, mais en France, des fois il y en a, hein. Voilà. Et, et pourquoi vous avez voulu changer de classe alors en allant plutôt plus bas? Enfin, selon les codes sociaux, hein, parce que hein, il y a une de vous trois qui veut expliquer pourquoi. Corinne? Retour à des choses simples et Ouais. essentielles Ouais. et abandon du superflu. Tu entends, Pareil. Mm. Merzak, j'ai l'impression que tu n'entends pas bien avec tes écouteurs. Je pense qu'elle a dit le retour aux choses simples. Voilà, c'est ça. Essentiel et abandon du superflu. Superflu, ouais. Ouais. Mais elle peut les avoir là où elle est. Qu'est-ce qui l'empêche? Attention. Ok, pardon, pardon. Oui. Ah, oui, oui, bah, juste écoute. Parce que tu vois, tout de suite, ça y est, tu apportes une objection. Juste écoute, hein. Donc, aller à l'essentiel et se débarrasser du superflu. Autre argument, pourquoi on peut vouloir changer de classe et aller vers une classe plus modeste, Sabine? Alors déjà, c'est Corinne, ton nom, pardon. Corinne. Mais en plus, retrouver une meilleure santé. Parce que souvent, dans des jobs qui permettent d'appartenir à certaines catégories, ça, c'est au prix d'un travail énorme en termes horaires, en termes de pression. Mm. Et ça peut avoir des effets délétères sur la santé. Voilà, Ah oui, parce j'ai que toi, c'était préféré. ta profession, hein, tu avais une profession Oui, cherchée. oui, oui. C'était Oui, quoi? enfin, qui est de cadre sup, on pourrait Ouais, dire, ouais, mais au prix de 60 heures par semaine payées 35. ouais, ouais, Donc voilà, il y a un ouais, moment, après 4 ou 5 méningites, j'ai ouais. décidé que ma vie et mon cerveau préservé valaient mieux que ça. Voilà, donc peut-être quand on a un travail prestigieux et reconnu, Voilà. voilà. Bon, voilà. Alors ensuite, peut-être qu'en Algérie, c'est pas tout à fait pareil aussi, parce que c'est sûr que les personnes qui souffrent de difficultés financières, et on peut comprendre qu'elles aient envie de changer de classe, peut-être. Mais en tout cas, tu vois, Merzak, on peut penser autrement. Bon, je sais pas si tu nous entends. Oui, 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 Ouais, je vous entends. ok. Bon. Est-ce que ça te fait réfléchir ou pas? Réfléchir, oui. Bon, ben voilà, ben, tu continueras à réfléchir. Parce que là, on entendait presque le mais. Ça me fait réfléchir, oui, mais voilà, tu laisseras, avant de partir vers le mais, tu laisses infuser ces idées-là. Ok. Allez, on va demander à... ça va, Merzak, la discussion qu'on a eue? Oui, Tu voulais oui, oui, très ajouter autre bien. chose? Non? Non, non, Ok, je pense que non. d'accord. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui veut qu'on regarde sa réponse et qu'on la questionne, qu'on regarde les présupposés, qu'on problématise? Alors, Gaël, vas-y. Alors, Gaël, ok. Donc, je relis ce que tu as écrit. Les adultes doivent protéger les enfants. J'ai constaté la vulnérabilité des enfants, les abus qu'elle autorise de nombreux adultes sur eux et les destructions qu'ils provoquent. Ça m'a convaincu de la nécessité de les protéger. Donc, à la réponse, est-ce que tu en es sûr? Oui, j'en suis sûr. Oui, on pourrait penser que la protection des enfants nuit au développement de leur autonomie. Donc, ça, c'est ce qui pourrait t'apporter une objection. Qu'est-ce que tu répondrais? Je répondrais qu'un enfant a besoin d'être accompagné par l'adulte dans cette autonomie pour qu'elle soit effective. Ok.
Alors, bon, du coup, est-ce qu'elle a problématisé sa propre affirmation, Gaëlle, qui pense que oui, elle l'a problématisé, ouais, et qui pourrait montrer comment elle l'a problématisé. Et puis, du coup, Mallory, on t'a pas beaucoup entendu. Ça te parle l'idée de problématiser ou c'est pas clair pour toi? La démonstration tout à l'heure, un petit peu, je dirais que ça me parle plus qu'avant. Ah, mais tu saurais Mm. expliquer ce que c'est ou tu sais pas? Si tu sais pas. Euh, c'est de d'arriver en fait à ce que l'autre remette en cause, du moins, puisse voir une autre perspective. Ouais, problématiser, c'est pouvoir voir une autre perspective. Ça va? Alors, Ouais. ça peut être un autre qui le fait, mais on peut le faire soi-même. Mhm. Je peux voir Ouais. moi-même une autre perspective dans ma propre idée. Ça va? Mhm. Hein, donc, Oui, c'est oui, ça, problématiser. Ça oui, marche? Ouais? oui, Hein. Donc, ce qui n'est pas facile à faire. Ouais. Est-ce que tu es d'accord que c'est pas très facile intellectuellement de problématiser? oui. Ou, ou pas? Et si tu es d'accord, est-ce que tu peux dire pourquoi naturellement on va pas tellement problématiser? Je, je pense que quand on est très attaché à une affirmation, ben, Oui. on y tient, on n'a pas envie de la Oui, remettre en oui. cause. Tu as bien vu comme Merzac, il a eu du mal à problématiser. Pourtant, on a Mhm. pu le faire. Hein. Voilà, ok. Ouais, ouais, Alors, et du coup, si on va chez Gaëlle, est-ce que tu penses qu'elle a problématisé sa propre phrase? Donc, sa phrase était les adultes doivent protéger les enfants. Et à ton avis, c'est quelle Mhm. question qui va permettre de problématiser la un, la 2, la 3 ou la 4? Là, par rapport à sa réponse, je dirais la 3. Voilà, hein, c'est la question 3 qui permet de problématiser. Et est-ce que tu penses qu'elle a problématisé son affirmation de départ ou tu vois un problème? Oui, Tu penses qu'elle l'a problématisé? oui, oui, parce qu'elle montre euh, l'inconvénient de protéger les enfants. Voilà, c'est ça, hein? Ok. Bon, est-ce qu'il y a des personnes qui disent, oh, elle n'a pas si bien problématisé que ça, il y a peut-être un petit souci. Non? Allez, moi, je pourrais t'embêter un petit peu avec le conditionnel. On pourrait penser que la protection des enfants, on pourrait penser ça, mais quand même. Hein. Oui. T'es d'accord que le conditionnel, du coup, il discrédite un peu Mm. l'objection. Ouais. Parce que Oui. est-ce qu'on peut carrément le penser? Est-ce que ça a du sens? Oui. Et il y a Oui, des oui, personnes qui le pensent. oui. Et est-ce que ça peut même, elle le pense, et est-ce que ça peut même être vrai, quoi, que protéger les enfants, ça peut nuire à leur autonomie? Euh, oui, oui. Oui, oui, oui. Ouais. Ok. Mm. Bon, bah, est-ce que tu remarques que tu as une petite résistance à la problématisation Mm. avec ton conditionnel? Ouais. Ok, puis on voit déjà que tu vas lui répondre que, il a peut-être raison, mais il faut quand même accompagner l'enfant. Hein. Mm. Tu as déjà fourbi ta réponse. Ouais. Hein. Ok. Bon, alors comment embêter un peu plus Gaël là? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Hein, parce que Socrate, il va aller titiller un peu. Alors, en même temps, moi, en faisant l'exercice, j'ai évolué dans ma conviction. Enfin, je sais pas comment dire. Ok, bon, bah, c'était un peu le but de l'exercice. Tant Oui, mieux. mais en fait, toute seule, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je me Oui. suis dit, en cherchant l'argument contre, j'étais sûre de mon coup, en fait. Ah oui. Donc, l'adulte doit protéger les enfants, c'est la base, c'est la Convention Ouais, internationale des droits de l'enfant, ouais. paf, paf. J'étais dans mon domaine. Parce que tu travailles avec les enfants?
Ouais, je travaille dans le Ouais. domaine des enfants et je suis militante des droits humains, donc les deux cumulés Ah oui, non, dans quand mon tu es cadre, quoi. Voilà. militante, ouais. Voilà. Ok. Donc, et puis après, je me suis dit, bah, faut quand même réfléchir. Et après, je me suis dit, oui, effectivement, Ah oui, il y a ce risque d'étouffer les enfants en les surprotégeant oui, et ça m'a fait évoluer vers enfin, c'est le concept, mais en français, je crois que ça s'utilise pas, mais capability, enfin, de développer chez l'enfant le fait ouais. d'être capable. Et oui, et pour ça, Il y a un déjà, Hmm. il faut voilà. pas trop le Hmm. protéger, quoi. Ouais. Voilà, c'est d'abord, mais en même temps, c'est pas l'abandonne. Ben non, C'est, ouais, ouais. voilà. Donc en Ok, fait, j'ai préféré au final l'accompagnement à la protection. Donc je me suis contredit moi-même, quoi. ok. Donc ça t'a fait faire Mm. un petit exercice. En Mm. plus, comme tu es militante, on le voit où que tu es militante, là, dans tes réponses? Bah, les adultes doivent protéger les enfants. Voilà, Le déjà, côté moral, ouais. Hmm. Mm. ils doivent, il y a un côté moral, hein, Hmm. est-ce qu'il y a d'autres endroits où on voit ton côté militant? Les Comme un abus. convaincu. Ouais, convaincu, hein, Hmm. ils Oui, doivent, je suis Mm. Sécurité La aussi. convaincu, nécessité. Mm. j'en suis sûre. Hein. Mm. Tu Bon, enfin, vois, ça n'a là, pas tenu longtemps, hein. ton côté militant. Hein. Ok, est-ce que c'est pas un petit peu obtus aussi, du coup? Si, d'une Est-ce certaine qu'on peut être, façon. est-ce que le militantisme, est-ce que c'est un risque du militantisme? Ah, ça c'est sûr, oui. Ouais, ok. Qu'à un moment donné, en plus, on peut se retrouver dans un esprit grégaire où tout le monde pense pareil, donc où on Eh se... oui, hein, et c'est le problème du militantisme. Ensuite, il peut y avoir un militantisme plus ouvert. Oui. Mais ensuite, défendre une cause, c'est une belle chose. Mais si on la défend de façon obtuse, ça va poser quoi comme problème? Bah, on sera inefficace. Ouais, on risque d'être inefficace. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes militantes parmi vous, Mm. mais la posture du militant a du sens évidemment, hein, mais quand est-ce qu'elle peut poser problème? Alors, si on est obtus, on risque de devenir inefficace. Est-ce que vous voyez d'autres problèmes que peut poser le militantisme, Corinne? Il faut que tu remettes ton micro. C'est fonctionnement binaire, c'est-à-dire un manque d'ouverture ou de remise en question. Oui, ouais, ça peut être le risque. Puisqu'on pense, on est convaincu de sa cause et tous ceux qui ne partagent pas cette cause, on va les combattre. Ok, fonctionnement binaire. Autre chose, du problème que peut poser le militantisme, Sabine? Être perçu par les personnes qu'on cherche à convaincre comme un donneur de leçons Oui, et du coup pas vouloir se faire sermonner entre guillemets, donc résister pour ne pas oui, obéir à des injonctions en fait, au lieu de faire les choses parce qu'on a compris l'enjeu en fait. oui, Quand on est sur le plan moral, c'est pas bien. En gros, on pourrait reformuler en disant, c'est pas bien que certains adultes ne protègent pas les enfants. Mais on cherche pas à comprendre pourquoi, les causes, comment les accompagner ces adultes à mieux protéger les enfants. On les place dans une catégorie de coupables, entre guillemets, oui. sur le plan moral, hein, je parle. Donc il peut y avoir un côté accusatoire du militant Mm. et qui n'est pas très productif du coup, puisque il donne pas tellement les clés. Mm. Et parfois, peut-être le militant, il sait même plus vraiment pour quelles raisons il milite, quoi. Quelles sont les... Ça peut aller s'opposer à la réflexion, donc on peut mêler... C'est pas très socratique, quoi, comme attitude. Quoique Socrate, il est militant de son questionnement, hein, mais peut-être peut y avoir un militant socratique aussi qui questionne. Ok, donc en tout cas, oui, on voit plusieurs occurrences, bien que on a l'impression d'une ouverture d'esprit. Quand on lit avec un peu plus d'attention, on se dit, waouh, oui, c'est quand même... on voit quelques rigidités. Bon. Mais du coup, si tu es devenue militante, c'est parce que tu es rigide au départ, ou bien est-ce que c'est le militantisme qui t'enferme?
Ça marche dans quel sens? Oh, non, c'est au départ, je pense. Au départ, tu as cette tendance, tu t'accroches à Ah, des causes. oui. Ok. Je me suis, j'ai même pas de souvenir d'une époque où j'étais pas militante. Mhm. Ok. Mais bon, bah, tu viens quand même aux ateliers socratiques, parce qu'il y a des militants et ils supporteraient même pas, mais bon. Et tiens, on peut encore questionner ça un peu. Pourquoi on peut devenir militant comme ça pour des causes? Pourquoi on fait ça? Aline? Ça donne un sentiment fort d'identité, Eh oui. d'appartenance à un groupe et d'identité. Et Eh oui. un côté, ouais, on se forge une identité sur une cause. Et ça peut être l'occasion de trouver une identité. Je suis féministe et ça me donne une identité ou toutes les causes que vous voulez. Oui. Corinne, tu vois une autre raison pour lesquelles on peut comme ça rentrer dans le militantisme? Ça peut être un exutoire à la colère. Oui, oui, on a une colère. Bon, après, voilà, on lui donne forme à travers le militantisme. Ça peut être mieux qu'en s'autodétruisant, par exemple. Ouais. Manon? Pour poursuivre le projet d'une société juste, parce que Oui. Oui, on oui. constate des inégalités ou des injustices et qu'on voudrait corriger. Pour aller vers plus de justice. Oui. Ok. Donc, on a trois raisons différentes. Quelqu'un pense à une autre raison pour lesquelles on peut devenir militant? Voilà. Donc, tu as trois raisons. Tu les as retenues. Ah, une quatrième. Sabine? Avoir un sentiment d'utilité sociale. Mhm. Eh oui, je sers quand même à quelque chose. Mhm. Hein, je fais Je- progresser l'humanité. Voilà. Contribue à la faire progresser. Emmanuel? Je vois aussi potentiellement une raison très égocentrique dans le sens où c'est mes convictions qui doivent être adoptées par autrui, quoi. Donc en Mm, fait, il y a un côté très projectif aussi là-dedans, mm. potentiellement. Oui, eh Et oui. parce que le militantisme, on veut convaincre d'une idée. Donc dans tous Mm. les cas, on veut façonner l'autre un petit peu à notre image finalement. Oui. Mm. Bon, après. Alors, dans les cas extrêmes, hein, mais- Ouais. Ok. Ou alors, est-ce que c'est, oui, est-ce que c'est façonné à mes idées, à moi, donc là, ça serait très égocentrique, Hmm. ou bien est-ce que c'est façonné à des idées qui me semblent justes, quoi. Au final, c'est quand même des idées en lesquelles on croit personnellement. Et le fait de vouloir comment dire, de vouloir les calquer sur autrui, c'est quand même qu'il y a une récupération par l'ego de ces idées et que finalement, elles sont pas tellement au-dessus de nous. On se les est accaparées dans notre identité, comme disait Ah, Aline, quoi. oui, donc c'est le risque, mais est-ce qu'on peut, est-ce que pour, ah bah du coup, non, il faut pas être militant, on va s'occuper de son petit foyer et de la soupe qu'on va manger ce soir, et puis on n'est plus militant. Parce que sinon, c'est trop égocentrique, ou bien est-ce qu'il y a des personnes qui disent, ah non, le militantisme, ça a quand même du sens. Ça Sabine? a quand même du Ouais, sens. ouais, Ouais, ça a quand même ouais, du sens. ouais. Alors du coup, Sabine, comment tu voudrais le défendre? Oui, il y a quand même des progrès sociaux, historiques, etc., qui ont été obtenus par le militantisme. S'il n'y avait pas eu de militantisme dans l'histoire, on serait, enfin, il y a plein de sujets sur lesquels on serait encore des centaines d'années avant, que ce soit en termes de droits du travail, de droits humains, effectivement, des enfants, des femmes, des Mm. minorités, etc. Enfin, Ça promet, on hein. a souvent tendance à dire c'était mieux avant, mais enfin, il faut voir sur quel plan et à Ah quelle oui, oui, oui. époque, quoi. Hein. Sur certains points, je pense que les femmes sont quand même assez bénéficiaires de Voilà, militantes féministes. Oui, voilà. c'est sûr que la condition s'est quand même améliorée. C'est vrai pour les animaux, c'est Et vrai pour pour plein de causes. pas mal de Mm. causes. Ouais. Ou la cause des homosexuels. Enfin bref. Mm. Donc c'est grâce à des militants que la société progresse. Mais voilà, on a vu aussi qu'il y avait toutes sortes de problèmes qui peuvent se poser aux militants. Et donc tu pourras réfléchir à ça, du coup, Gaël, pour avoir un militantisme
qui fait avancer sans que ton ego, Clairé. Éclairé, ouais. Ah, militantisme éclairé. Mais on voit quand même ton ego, là, rien qu'en lisant ce que tu as écrit, qui est assez fort, quoi, hein. Ok, bien. Bah écoutez, est-ce que vous avez des remarques, des retours sur l'atelier d'aujourd'hui? Parce qu'on va s'arrêter là. Oui, Sabine? moi, je trouve que c'est très riche là en prenant juste. Finalement, c'est un exercice assez simple mais de reprendre comme tu l'as fait, de voir est-ce qu'il y a des présupposés, est-ce qu'il y a des objections et de creuser là-dessus, enfin, c'est vrai que on arrive presque, si on avait déroulé hein, jusqu'au bout, c'est vrai qu'à un moment tu t'es arrêté, c'est normal pour respecter le timing, mais que ce soit avec Merzak ou avec Gaël, on aurait pu continuer encore assez loin Ah ben oui. et dérouler comme le Ménon Mm. et faire réfléchir quoi. Enfin, parce que quand même, c'est ça l'aboutissement, c'est faire Voilà, réfléchir, changer d'optique. ça, Ensemble, tous ensemble, et puis la personne qui se prête au jeu. Mais ouais, je trouve on a tous à apprendre de ce type d'échange. ouais, ouais, ouais. Bon, ben, essayons de mettre en pratique ce que fait Socrate, quoi, le moment où la personne aussi, tout d'un coup, elle se rend compte ne sait pas ce qu'elle croyait savoir, ou elle voit un truc qu'elle n'avait pas vu, quoi. Mais ça, c'est par le questionnement qui va permettre de problématiser ou de questionner les présupposés, effectivement, hein. Donc là, c'est une technique très habituelle dans la pratique philosophique, c'est repérer les présupposés dans le discours de l'autre. Et Socrate, il est très fort pour ça aussi, hein. Il repère les présupposés, puis ensuite, il va les questionner. Mm. Ça, c'est une habitude. Après, vous pouvez le faire hein, pour chacune des réponses. Bon, on n'a pas le temps de le faire pour toutes, hein, mais dans chacune, il y a des présupposés, hein. Et après, vous pouvez questionner vos propres présupposés. Alors, il y a un côté vertigineux, hein, c'est pour ça qu'Anito, s'il ne supporte pas ça, mais il y a un côté aussi très, très vivant, si on accepte de ne pas avoir de certitude absolue et de se mettre en mouvement, quoi. Voilà. Mm. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à nos idées, mais on les prend avec un peu plus de distance et de détachement. Je dirais on gagne à la fois en souplesse dans cet exercice, mais aussi en fermeté. C'est pas une souplesse girouette où je pense n'importe quoi, mais c'est une fois que je pense quelque chose, au moins c'est déjà un peu plus assuré. Après, je vais peut-être changer d'avis, mais je le Mm. pense parce que c'est fondé, parce que j'y ai réfléchi, parce que j'ai la On, souplesse de comprendre qu'on pense autrement, parce que et du coup, si j'ai la souplesse de comprendre qu'on peut penser autrement, évidemment, je vais être moins intolérant, mais je vais pas moins m'engager aussi. Ça m'empêchera pas de militer, par exemple. Mais simplement, je sais que mon militantisme, je vais avoir un petit peu de détachement, un militantisme détaché. Ça peut sembler bizarre, mais et il y a... on gagne aussi en compréhension d'une complexité, Eh oui, de oui, se dire il n'y a rien qui est, comme disait je sais plus qui, tout noir ou tout blanc. oui, Voilà, il y a oui, plein de nuances, plein oui, de situations où oui, finalement notre oui. vérité n'est pas si vraie que ça. Et Même si le questionnement socratique est très binaire, comme vous avez pu le voir dans tous les dialogues de Platon, c'est comme ça, mais c'est une binarité qui conduit à établir plein de nuances. Donc c'est une nuance qui va apparaître plutôt à la fin qu'au début. Par exemple, parfois dans un atelier, il y a des personnes qui répondent tout de suite ça dépend. On dit non, ben, c'est A ou B. Ah mais non, c'est pas A ou B, c'est ça dépend. Mais si on dit ça dépend, on n'a rien dit là, on est dans une nuance qui nous perd. Mais grâce à cette méthode très binaire, eh ben, en fait, on arrive à plein de nuances, mais après coup, pas avant même d'avoir commencé à réfléchir. Ok, bien, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires, questions, on va s'arrêter là. Et puis, bah, n'hésitez pas, là, il y a des petits dialogues qui se sont établis dans le groupe. S'il y a des personnes qui veulent continuer, voilà, continuer à réfléchir, hein. Ou si vous avez des questions personnelles aussi, pourquoi j'ai du mal à dire que je ne comprends pas, ou des choses comme ça, hein. Ok, bien, et ben bonne soirée, puis à la semaine prochaine, je mettrai la consigne pareil, samedi au plus tard.
pour, Et ça sera sur quel dialogue la je prochaine ne sais fois? pas trop, peut-être, j'ai pas encore trop réfléchi, mais à moins que quelqu'un ait une proposition, parce que c'est très vaste, alors, mais je pense que c'est peut-être, en tout cas, je voudrais traiter de la question de l'amour avec le Le banquet de banquet. Platon, Mm. l'amour, la justice. euh, je ne sais pas si vous avez d'autres idées. Vous pouvez me l'écrire aussi, hein, les personnes qui connaissent un peu Platon, là, ça serait pas mal qu'on voit ça. Ok. Sur l'amour, moi, je le trouverais vraiment sympa, ouais. Ouais, sur l'amour, ça, je vais le Ouais. faire, c'est Mm. sûr. Je sais pas trop, on va le faire. Je sais pas trop quand, mais ça va. Ouais, ouais, ça m'intéresse beaucoup sur l'amour. Après, ouais, écoutez, si vous avez d'autres idées, eh ben vous me les transmettez. Sur le courage, enfin, il y a plein de choses, hein. La justice, le courage. Et bon, ensuite, il y a l'allégorie de la caverne, mais ça, je sais pas si on va le faire parce que c'est un grand classique. Ouais, je pense Mm. pas. À moins que quelqu'un veuille vraiment, mais. Et puis c'est moins, c'est pas un dialogue puisque c'est justement une allégorie, donc on est moins dans la maïeutique socratique. Ok, eh ben je vous dis à la Très semaine bien. prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Au au revoir. au revoir, Laurence. Au revoir.